j'explique, c'est que Tamagour, c'est un jeu. Un jeu qui est destiné à enseigner des questions juridiques. Il enseigne en réalité les règles juridiques pour l'utilisation des ressources numériques dans l'éducation. Alors quand je dis il enseigne, en fait, c'est plutôt il permet d'apprendre, puisque le joueur est actif, le joueur en ligne. Les personnes qui l'utilisent sont des gens qui doivent passer le certificat informatique et Internet, la C2I2E, qui est bien connu. Et le jeu a un gameplay très très simple. Ça consiste à donner des ressources numériques à un personnage qui s'appelle le Tamagokur, avec deux possibilités. Soit le joueur respecte les règles d'usage du numérique, par exemple le droit d'auteur, par exemple le nombre de pages pour un livre photocopié, etc. Et à ce moment-là, le Tamagokur est content et se développe. Et le joueur gagne des points. Soit il utilise des ressources qui sont illicites, qui ne respectent pas le droit d'auteur, par exemple, et à ce moment-là, le Tamagotchi devient rouge et peut aller jusqu'à mourir. Alors, ce qui est un petit peu différent par rapport au Tamagotchi que les gens connaissent, c'est que c'est un Tamagotchi collaboratif. C'est un jeu multijoueur en ligne, donc on joue en équipe, et éventuellement, on a la possibilité d'utiliser le chat, le clavardage, de manière à échanger entre joueurs pour essayer de se donner des conseils, et en tout cas de formuler les règles qui permettent de gagner à l'intérieur du jeu. Ok. Donc, quelle différence il y a avec un MOOC? Alors, si on prend la définition d'un MOOC, est-ce que c'est massif? Alors oui, ça peut être massif. Alors nous, on s'est limité à 300 étudiants, parce qu'on ne voulait pas faire exploser notre serveur, mais ça pourrait être massif. Est-ce que c'est ouvert? Pas encore, mais on est en train de travailler au fait que ça soit ouvert, parce qu'on veut absolument, effectivement, que le jeu puisse être utilisé par tout formateur qui a cette problématique de formation en France, en tout cas. Je dis en France, on voudrait conquérir l'univers, mais les règles juridiques sont quand même très franco-françaises. Le juridique, c'est quand même très national, donc là, on ne pourra pas attaquer le marché nord-américain tout de suite. Ouvert. Alors, est-ce que c'est un cours? Oui, parce que les élèves vont apprendre, et les résultats en particulier qu'on a de résultats montrent, alors que pas tous n'apprennent, hein, mais on a des bons résultats du point de vue de l'apprentissage. Ah oui, j'ai vu que vous aviez mesuré pour devenir un peu plus sérieux. Des différents groupes d'utilisateurs. Quels sont les grands enseignements en fait, de ce jeu par rapport à l'apprentissage du droit et du numérique en classe? Quand tu dis enseignement pour l'équipe qui l'a conçu ou pour les... Pour nous, oui. Alors, pour nous, si tu veux, on avait déjà un modèle de jeu qui est préexistant à la conception du jeu. C'est-à-dire qu'on pense jeu non pas en termes de game, c'est pour ça que j'utilise pas le terme serious game. On évite de penser en termes de game, en termes d'application, mais plutôt en termes de situation. C'est-à-dire qu'on se dit que si il y a un game et que les gens ne jouent pas, eh bien, il n'y aura pas de jeu finalement. Donc on regarde plutôt le jeu play plutôt que le jeu game. Le problème en français, c'est qu'on n'a pas la distinction entre les deux. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie, c'est créer à l'aide d'une expérience ludique avec le joueur. Donc les premiers résultats, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent qu'on a une très très grande majorité des joueurs qui ont effectivement joué. On est de l'ordre de 90%. C'était pas gagné, hein, parce que le public qu'on avait, c'était des étudiants de l'École normale supérieure de Lyon. Ils sont pas forcément très convaincus que le jeu permet d'apprendre, et ils sont pas très convaincus également qu'ils doivent perdre du temps à utiliser un jeu. Donc avec un public plutôt rétif, on a quand même des gens qui sont joués. Quand on regarde les statistiques, on a à peu près alors déjà, on voit ceux qui ont joué ils ont joué quand même avec des stratégies qui sont très très différentes. Entre celui qui va regarder très attentivement les caractéristiques des ressources, les analyser avant de les donner au Tamagotchi de manière très prudente pour essayer de ne pas perdre, et celui qui au contraire va le gaver le plus vite possible de manière à essayer d'avancer vite dans le jeu. Il y a donc tout un panel de stratégies qui est très différent suivant les joueurs. Et nous, notre travail consiste justement à redesigner le jeu de manière à favoriser les stratégies qui sont les stratégies pertinentes du point de vue de l'apprentissage. Et parmi les stratégies pertinentes du point de vue de l'apprentissage, il y a les stratégies qui consistent à échanger avec les autres. Parce qu'on n'a pas de moyens humains dans cette formation, ou pas beaucoup, qui nous permettraient de mettre un formateur en face des étudiants et puis qu'il aborde avec ses étudiants ce qu'on fait habituellement quand on fait jouer des gens, c'est-à-dire faire un débriefing après le jeu. On n'a pas cette possibilité-là, donc on essaie d'incorporer le débriefing à l'intérieur l'incorporer sous la forme d'échanges entre les étudiants, de manière à ce que dans le chat, ils formulent eux-mêmes les règles qu'ils utilisent, de manière à ce qu'ils les valident eux-mêmes. Donc l'interface du jeu est aussi
conçu, le gameplay est conçu de manière à favoriser ces interactions entre les joueurs. Et là, du point de vue des résultats, on a à peu près 60% des joueurs dans l'expérimentation qu'on a faite qui sont rentrés dans ce type de jeu collaboratif. Alors pour conclure, on sait que le Tamagotchi, c'est un jeu très addictif. Est-ce que vous êtes arrivé à créer une addiction sur le sujet? Je ne cherche pas à créer une addiction sur le sujet. Je ne cherche pas non plus je ne pense pas que non plus ce Tamagotchi sera un jour addictif. Mais je pense que le problème que tu soulèves est quand même un problème très très important parce que actuellement, souvent on voit l'addiction du côté du joueur. On se dit finalement c'est quelqu'un qui, si on lui donnait de l'alcool ou des cigarettes, de toute façon serait addict à ce qu'on lui donne. Mais en réalité, je pense que l'addiction, on doit la penser au niveau des interactions. Et les game designers le savent bien. À la limite, le joueur, il l'imagine, mais ce qui importe pour eux, c'est les interactions qui vont se nouer entre le jeu et le joueur, et donc ils vont mettre au niveau de l'interface des éléments qui vont être addictifs. Je prends pour exemple les nouvelles machines à casino, au casino qu'on trouve à Las Vegas, elles sont beaucoup plus addictives que les machines antérieures parce qu'elles ont été reprises par des game designers. Alors, dans le cadre de l'éducation, moi je pense que c'est important justement de mettre des étudiants en situation de jouer. Non pas simplement pour apprendre les règles juridiques, mais aussi pour prendre du recul par rapport aux jeux auxquels ils ont joué. Les élèves que j'ai, les étudiants que j'ai vont devenir enseignants dans le supérieur ou dans le secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils arrivent devant des élèves avec un regard un peu critique. C'est le regard dont parlait Stigler tout à l'heure, le regard critique sur le numérique. Et j'aimerais parce qu'ils ont joué, parce qu'ils ont vécu cette expérience, ils soient capables justement donc de travailler avec leurs élèves, avec leurs étudiants futurs et regarder le numérique comme un média. C'est la première industrie culturelle actuellement, le jeu. Les jeux comme des médias, parmi d'autres, et qu'il faut regarder de près lorsqu'on est enseignant. Donc c'est peut-être aussi une ambition d'éduquer mes étudiants à l'éducation aux médias, d'une certaine manière.